Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, une petite vidéo que je qualifierais de semi-technique, avec une petite étude de deux enceintes. Je vous en ai parlé dans ma vidéo souvenir, les Kenwood LSK 200B, que j'avais acheté aux alentours des années 79-80 à la Fnac, pour le prix de 880 francs, ce qui constituait le plus petit prix en enceinte acoustique. Et justement, on voit, rien qu'à les regarder, qu'on a affaire à des enceintes assez basiques. Voilà. Alors, on va commencer par exemple par le cache. Alors, au niveau du cache, bon, le cache légèrement biseauté, un tissu, ma foi, qui est plutôt pas mal, un petit logo en métal, probablement une simple feuille de métal et en dessous du plastique, et le cache tient avec des velcro. Et à ce propos, si vous êtes amené, parce que j'aimerais bien que cette vidéo puisse éventuellement vous donner quelques points de repère si vous achetez des enceintes d'occasion, quand le cache tient avec des velcro, on doit, lorsqu'on enlève le cache, ressentir quand même une certaine résistance, comme ici, ce qui montre que finalement l'enceinte a été assez peu ouverte et les haut-parleurs assez peu exposés à la lumière. Ce qu'on retrouve d'ailleurs lorsque vous voyez que les membranes sont bien grises, comme ça, sur le boomer et sur le tweeter, parce que la lumière a tendance à décolorer le papier. Si vous avez par exemple un tableau au mur dans une pièce, enlevez le tableau, vous verrez que le papier peint derrière est beaucoup plus frais que sur le reste du mur. Voilà. Et si le haut-parleur n'a pas trop vieilli, question coloration de membrane, vous aurez la même teinte des deux côtés de la membrane. Voilà. Ce qui m'amène des fois à passer un colorant spécial additionné d'un léger plastifiant pour recolorer et régénérer les membranes. Mais sur celui-là, honnêtement, il n'y avait pas lieu de le faire. Voilà. Donc, après ça, les enceintes sont certes de petite taille, mais pas bien lourdes. Je crois qu'elles font 6,4 kg. Ça sonne un petit peu le creux, mais pas trop. Quand on regarde derrière, on a l'épaisseur de l'aggloméré. Ici, on doit être à tout casser dans du 15 mm, mais néanmoins, on a un aggloméré de très haute densité, apparemment, qui ne part pas en particules, hein, parce que bon, vous savez que ce qu'on appelle les panneaux de particules, c'est rien en gros que de la sciure de bois avec de la colle. Donc voilà, ici, petit bornier à pince ou à guillotine, comme on veut, ultra basique. Et là, ici, Kenwood nous gratifie d'une belle étiquette agrafée sur laquelle on détaille les caractéristiques de l'enceinte. Donc, les enceintes prennent une quarantaine de watts, 8 ohms, bande passante 65 Hz à 20 kHz, ce sur quoi j'ai quand même quelques doutes, enceinte en charge close, surtout au niveau de la bande de fréquence du tweeter à cône, 20 kHz, je crois qu'ils sont très optimistes et encore faudrait-il savoir à moins combien de décibels. Suit tout un paragraphe sur le placement des enceintes, donc merci Kenwood, qui nous disent que si on pose les enceintes au sol et au milieu de la pièce, on aura un peu plus de grave que si on pose les enceintes au milieu de la pièce et surélevé. Kenwood nous dit aussi que ces enceintes peuvent être posées au sol. Honnêtement, je ne sais pas quel rendu ça peut avoir, à moins d'écouter la musique allongée par terre, parce que autrement, les aigus étant plutôt directifs, comme on le verra dans d'autres vidéos plus techniques, on aura en gros les aigus au niveau des genoux. Donc c'est pas vraiment idéal. Voilà. Ensuite après, placement proche du mur arrière pour augmenter les graves, et après placement en encoignure pour les augmenter encore un petit peu. Voilà. Donc, à part ça, on va regarder un peu plus précisément qu'est-ce qu'on a là-dedans. Voilà. Et donc, je passe à l'autre enceinte que j'ai démontée. Commençons par le tweeter. Alors voilà. Là, on a un tweeter à cône d'un modèle que je vais qualifier de générique, puisque ce petit tweeter, vous allez par exemple le retrouver dans cette version-là qui provient de Martin
Gamma 312. Voilà, donc là vous observerez qu'il est fortement motorisé et que le petit dôme central est différent. Et là, vous l'avez en version grillagée avec la même motorisation qui vient d'une enceinte Jensen. Et pour la petite histoire, on en trouvait encore dans les enceintes Scott, entre autres. Et c'était un modèle qui, à mon avis, au début, était fabriqué par Eastman. Voilà. Comme d'ailleurs la première version des Kenwood LSK200 en Amérique. Et après, délocalisation oblige, le petit tweeter est estampillé Mexico, tout comme, en fait, le boomer. Donc, Kenwood, marque japonaise, avec à la base des haut-parleurs américains et qui finissent fabriqués au Mexique. Voilà. Donc ça, c'est la délocalisation. Alors, on observera que Kenwood, quand même, a mis une couronne en mousse ici pour éliminer une certaine forme de diffraction. On verra ce que c'est. Et que vous observerez également que le tweeter est décalé par rapport à l'axe du boomer. Voilà, ils ont préféré faire en sorte que la distance entre ici et ici ne soit pas la même, toujours pour des histoires de diffraction. À côté de ça, après, on peut jouer aussi avec le placement des enceintes, c'est-à-dire opter pour une position avec les tweeters resserrés pour une image plus focalisée, ou avec les tweeters en extérieur pour une image sonore un peu plus large. Bon, tout cela étant relatif vu la qualité des enceintes. Voilà. Passons au boomer, voilà, qui est à l'avenant du tweeter. Donc 21 cm, châssis tôle, avec quand même des branches assez larges, ce qui au niveau des réflexions de la membrane du boomer par rapport à ça, bon, on aurait aimé que ça soit un peu plus ajouré, mais c'est un châssis tôle, donc pas très rigide. Alors sur un châssis en alliage, on peut faire des branches beaucoup plus fines, qui dégagent beaucoup mieux les ondes à l'arrière de la membrane. Observez également la faible motorisation du tweeter, du boomer, pardon. Alors, une faible motorisation sur un haut-parleur, c'est pas forcément signe d'une basse qualité. Simplement, dans les enceintes closes, on trouvera souvent, et je vous expliquerai une autre fois pourquoi, des haut-parleurs qui seront faiblement motorisés. C'est une histoire de QTS, voilà. Et donc, en façade, une membrane légère d'ailleurs qui va de pair avec la faible motorisation, un cache-noyau en toile pour laisser passer les fréquences les plus hautes de ce boomer, puisqu'en fait, c'est un boomer médium et que la fréquence de coupure entre les deux se situe, nous dit Kenwood, à 2500 Hz. Donc cache-noyau qui va laisser passer les fréquences les plus hautes, sachant que dans un boomer, les fréquences les plus graves sont produites par ici, et les fréquences les plus hautes sont produites ici, ce qui vous explique que certains haut-parleurs ont un bicône ici, pour élargir encore la bande passante et donner, on va dire, plus d'aigus. Voilà. Donc, voilà pour les enceintes. Alors, lorsqu'on va à l'intérieur, bon, Kenwood a quand même fait l'effort de mettre des joints, parce qu'on est en charge close, et donc c'est l'air qui fait la suspension dans l'enceinte. Donc, a priori, il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'air. Donc, on a un joint pour le tweeter et un joint pour le boomer. Voilà. Néanmoins, et ça c'est une petite astuce, quand l'étanchéité est bonne dans une enceinte close, elle devrait l'être ici parce que les suspensions ont été changées et traitées pour accroître encore l'étanchéité. On devrait avoir, quand on appuie sur la membrane, un retour du boomer beaucoup plus pneumatique. Il devrait revenir beaucoup plus doucement. Or là, il revient, on va dire, directement. Ça veut dire que l'étanchéité, là, n'est pas parfaite et que si on voulait vraiment améliorer les choses dans l'enceinte, il faudrait la revoir au niveau du tweeter et au niveau du boomer, peut-être en faisant un joint silicone, par exemple. Voilà. Alors, l'intérieur de l'enceinte est un peu à l'avenant du reste, hein, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Une simple feuille assez fine de laine de verre ou de roche, voilà. Un seul condensateur ici pour filtrer le tweeter. Bon, que j'ai recapé, et ça m'a pas pris beaucoup de temps, donc j'ai mis un condensateur MKP à la place du chimique de rigueur. Voilà. Donc, moyennant tout ça,
Si l'on ajoute la belle finition vinyle, d'ailleurs les finitions vinyles à mon avis sont arrivées vers 72-73 dans les enceintes à la place du plaquage, certainement également pour des raisons de coût. Voilà. Si l'on fait la somme de tout ça, bon ben on va se retrouver, comme j'ai pu le constater moi-même en montant, avec des enceintes aux performances très limitées, on va dire un son agréable, sans plus, avec une bande passante, on va dire, écourtée, parce que 65 Hz, comme je vous disais, je ne suis pas sûr, et 20 kHz pour le tweeter, certainement pas, puisque les tweeters à cône de ce genre-là, à mon avis, au-dessus de 13 kHz, il y a plus grand monde, voilà. Mais enfin bon, c'était mieux que les modestes pick-up que j'ai pu avoir dans ma jeunesse, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo. Donc, ben voilà pour ces enceintes qui ont marqué ma jeunesse à la fin des années 70. Et d'ailleurs, j'ai trouvé cette paire exactement dans la ville où j'habitais lorsque j'avais ces enceintes. Alors j'avais dû les revendre à un ami, mais je ne sais plus à qui, ni quand. Et bah, si ça se trouve, bah, c'est peut-être ma paire que j'avais dans les années 70. Voilà. Bah, écoutez, en espérant que cette petite vidéo vous a plu et vous a appris 2 ou 3 choses utiles. Voilà. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois et bonjour chez vous.